Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de vous la proposer puisque nous revenons dans l'univers Star Wars pour la sortie de la saison 2 de Andor. Alors je vous proposerai maintenant de manière hebdomadaire jusqu'à la fin de la diffusion de la série de pouvoir parler justement des arcs qui seront proposés. Notamment là on va aborder dans celui-ci le premier arc qui est franchement extrêmement intéressant sur beaucoup de points. Alors il est vrai que cette série recommence un peu sur les bases de la première saison en termes de rythme, et quelque chose qui est une nouvelle fois vivement critiqué par des personnes qui en général n'avaient d'ailleurs pas forcément aimé la première saison, mais qui ont quand même voulu se tenter à la deuxième. Ce que c'est vrai que ce premier acte prend beaucoup son temps. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'action que ça, bien qu'il y en ait tout de même un minimum, et franchement quand il y en a du coup c'est très impactant, mais ce premier acte, un peu à la manière de la première saison, prend son temps, met en place les choses, et aborde des thématiques hyper intéressantes, et même surprenante, des choses qu'on n'a jamais vues dans Star Wars. Maintenant, le petit défaut, je trouve, de ce premier acte, et on ne l'avait pas dans la première saison, quand ça prenait son temps, je trouvais que ça allait. Là, j'avoue que dans ce premier acte de la saison 2, j'ai trouvé que par moments, on était un petit peu sur un faux rythme. Alors, pas grand chose non plus de hyper dramatique, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que par moments, c'était un peu trop... le changement d'ambiance était trop radical, en fait. Puisque, en fait, je vous explique, Cassian Andor, à ce moment-là, lui est plutôt celui qui va servir de personnage pour faire l'action, justement. On aura Luten, Mon Mothma, et qui seront eux conviés en fait au mariage de la fille de Mon Mothma. Donc là c'est plutôt le moment où, si vous voulez, il y a toute la politique, tout ce qui se passe notamment avec Tai, tout ce genre de choses. Bref, c'est le moment, on va dire, qui prend plus son temps, qui développe les choses. La troisième situation en fait, c'est tout simplement l'équipe de Cassian, donc Bix, Will, Brasso aussi évidemment, et c'est plus ce coin-là, on va dire, qui est le plus intéressant je trouve sur ce premier acte, notamment l'épisode 3 où vraiment ça part en couille dans tous les sens du terme, et je pense que justement c'est cet axe-là qui est le plus intéressant, puisque vous avez aussi toujours cet axe du côté des antagonistes de l'Empire notamment, avec Dedra et Cyril. Ils vivent tout simplement aussi leur vie de couple, et ça je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est dans l'épisode 3 il me semble, où on voit justement la mère de Cyril qui vient rencontrer Dedra, tout genre de choses, et je trouve ça intéressant parce qu'en fait leur personnage, surtout celui de Dedra, est finalement un personnage très antipathique, qu'on déteste facilement, et je trouve que du coup le fait de donner ce genre de scène, ça l'humanise, et du coup je trouve que ça la rend encore plus terrifiante. Surtout quand on voit ce qui se prépare, on comprend déjà que ça va partir en live, clairement qu'elle va sûrement essentielle dans le massacre de Gorman, puisque ça c'est vrai que cette planète là elle commence déjà à faire parler, on apprend que justement elle a un enjeu stratégique pour l'Empire, pour l'étoile de la mort notamment par rapport aux ressources d'énergie qu'elle peut fournir. En gros, prendre cette planète et la pomper un maximum, ça permettrait d'avoir une source. Cependant en fait le fait de vouloir justement puiser finalement toutes les ressources de cette planète pour l'énergie, déstabiliserait complètement la planète et la rendrait presque inhabitable sur certaines zones. On parle de notamment 5 villes majeures de la planète qui seraient complètement détruites à cause de ça. Donc le directeur Orson Krennic rentre lui aussi en scène, et une nouvelle fois quel personnage, il est hyper froid, il fait flipper. En fait ce que j'aime bien dans cette série, c'est que l'Empire est représenté comme une menace, mais pas seulement une menace en termes d'armée ou quoi que ce soit, c'est que vraiment les personnages qui sont développés, même les plus secondaires, sont très clairement flippants. Grosso modo en fait Orson Krennic a réuni Dedra ainsi que plusieurs officiers pour justement réussir à calmer Gorman et à la contrôler d'une main de fer, littéralement. Pour cela d'ailleurs, on apprend directement que l'Empire a fait plusieurs coups de vis, littéralement, en faisant des faux attentats, les faisant passer d'ailleurs sur le dos des Gorman, en ayant aussi utilisé énormément de propagande, donc là on retrouve vraiment tout ce qui fait un régime totalitaire et fasciste, et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi dans le développement de l'Empire par la série Andor, et surtout dans ce premier acte, c'est que clairement l'Empire est une faction dégueulasse, et j'en parlerai plus tard, et je pense que vous avez déjà l'idée de quelle scène je vais parler, puisque c'est une scène qui a beaucoup fait parler, parce qu'elle a été hyper bien exécutée premièrement, deuxièmement parce que c'est un sujet qui est extrêmement, mais vraiment extrêmement, j'ai envie de dire, surprenant. Franchement, on s'y attend absolument pas à ce que ce soit traité de la sorte, et on savait que Andor, d'ailleurs, utilisait beaucoup de sujets beaucoup plus matures par rapport au reste du contenu Star Wars, mais là je pense que vraiment on a franchi encore un palier. Mais tout ça pour dire que ouais, clairement l'Empire, on sent déjà que Gorman, ça va partir en massacre, littéralement, puisque le directeur Orson Krennic n'est déjà pas satisfait de ce qu'il voit sur cette planète, il n'est pas satisfait car les résultats ne sont pas là, et que l'empereur lui-même est en train de se mêler de la chose. Donc en gros, trouver des solutions, et d'ailleurs c'est ce qu'il leur dit clairement, je vous ai réunis pour que vous trouviez des solutions pour que Gorman, on puisse le manipuler d'une main de fer. Et ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très impactant dans les premiers épisodes de cette série, et franchement hyper bien maîtrisé, que ce soit dans l'écriture des personnages de l'Empire, que ce soit dans la réalisation aussi, mais pas seulement de cette scène. La réalisation de ce premier acte, c'est vrai que c'est un mini-film en fait. C'est littéralement un film quand on y pense. La photographie, la réalisation, le jeu des acteurs, l'écriture, c'est du très haut niveau. Alors attention, j'irai pas parce que j'ai vu certaines personnes qui disaient que c'était le meilleur contenu depuis l'Empire contre-attaque. N'abusons pas non plus. Ça fait partie du top, littéralement, clairement. Mais il faut pas non plus, en fait, il faut que ce genre de compliment soit fait, mais il ne faut pas qu'il ne soit abusé. Sinon, ça va amoindrir, je trouve, l'impact de la série.
Pour moi, il y a quand même eu meilleur contenu depuis, c'est pas le meilleur contenu depuis l'Empire contre-attaque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement le contenu le plus mature de la saga. D'ailleurs, je vais un petit peu revenir sur Cassian, parce que c'est quand même le personnage principal de cette série, et franchement, son introduction, elle est géniale dans cette saison. En fait, il est infiltré dans une base impériale afin de voler un intercepteur TIE, donc il se fait passer pour un novice, etc. Il a une top à l'intérieur de la base qui lui permet de justement pouvoir accéder à ce vaisseau. Au final, il arrive dedans, et en fait, c'est absolument pas ce qu'il pensait voler. C'est un nouveau prototype de vaisseau, donc il est là, il galère. Ça donne une scène qui, je trouve, est franchement assez drôle au début, puisqu'on voit Cassian qui fait clairement des manœuvres de merde dans un hangar, il se crache partout, enfin c'est assez drôle franchement, et d'un coup, l'Empire arrive, et alors là, les scènes en vaisseau, encore une fois, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. Une réalisation qui est vraiment extraordinaire. On voit de l'intérieur du cockpit littéralement ce qui se passe. Des fois, ça donne presque une scène de jeu vidéo, c'est-à-dire que les hommes de l'Empire arrivent et là, on voit Cassian qui galère à armer. Puis d'un coup, quand il arme, on voit les fameuses petites cibles automatiques. Ça m'a rappelé justement dans KOTOR, par exemple. On a pas mal de scènes comme ça où on se fait poursuivre par les Sith et puis on doit tirer dessus, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de la manière dont c'était réalisé, de le fait de le voir de l'intérieur, en fait. Le vaisseau n'est pas seulement, entre guillemets, le reflet de ce que l'on peut voir dans les films. En général, dans les films, vous voyez très peu de l'action à l'intérieur du vaisseau. On voit souvent le vaisseau extérieur, donc on va dire entre guillemets la partie la plus esthétique finalement, mais rarement la partie moteur, etc., comment il marche vraiment. Bah là, avec cette réalisation, on a le droit justement de voir tout de l'intérieur du cockpit et c'est génial, la scène est exceptionnelle, elle est très épique parce que comme je l'ai dit, elle commence d'une manière, je trouve, un petit peu humoristique, mais tout de suite on revient sur un ton très épique. Et c'est vraiment génial. D'ailleurs, il va sur une planète afin de la délivrer, afin de le remettre à son ami Porco. Au final, bah, c'est pas du tout ce qui se passe. Il va tomber sur une troupe qui, au final, s'avère être une des troupes de Maya. Sauf qu'on voit clairement, alors cette troupe aussi, hein, eux, ils sont exceptionnels. C'est ce qu'on appelle des sgegs. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des sgegs. Ils savent pas commander, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont mauvais. Faut dire ce qui est, en fait, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est des bons personnages, mais je veux dire, leur personnage est fait pour être mauvais, quoi. C'est des minables, finalement. Ils sont cons. Ils sont cons et d'ailleurs ils passent bien pour des cons à la fin parce qu'au final ils font prisonnier en Andorre, sauf que vous devinez bien il va réussir à se libérer parce que la troupe elle-même va se disputer entre eux, enfin, et pour des histoires de cons en plus, hein, des fois. En plus de ça, rajouter à ça le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de nourriture, donc ils sont tous affamés, enfin bref, c'est un petit peu, quand on y pense, c'est un petit peu un sketch à ce moment-là, mais c'est vrai que l'enjeu, il est quand même vachement triste, parce que c'est à la base, eux aussi, une troupe de rébellion qui est contre l'Empire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils arrêtent Cassian, parce qu'ils le voient avec justement une tenue impériale sur le cou, et qu'ils réfléchissent pas plus loin que ça, et que surtout son ami qui devait l'attendre, en fait, en gros, ils l'ont chassé. Mais c'est vrai que c'est assez triste quand on y pense de voir que des personnes comme ça, qui sont des rebelles, déjà ne sont pas du mouvement de rébellion finalement que Cassian est en train de mettre en place, hein, faut dire ce qui est, puisqu'ils sont capables de l'abattre sur le champ s'il le faut, mais en plus de ça, on se rend compte qu'ils sont tellement dans la misère, bah, qu'ils en deviennent complètement fous et exilés au final. Et on voit un petit peu, je trouve, cette rébellion aussi sous son plus mauvais jour. C'est ça que j'aime bien, c'est que les deux factions, que ce soit l'Empire ou la rébellion, sont présentées sous leur mauvais jour. L'Empire est dans tout ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire le fascisme, il est très totalitaire. Les personnages, comme je l'ai dit, notamment ce fameux lieutenant avec Bix, j'en reviendrai un peu plus tard, c'est des personnages qui sont automatiquement détestables. On n'a pas envie de s'attacher à eux réellement. En tout cas, ils sont intéressants à suivre, mais on peut pas avoir... vous savez, souvent dans les films Star Wars, ça arrive qu'avec certains antagonistes, on arrive un peu à justifier leurs actes en disant « Oui, mais par exemple Dark Vador, oui, il a fait ça, il a quand même massacré autant de personnes. Oui, mais regarde ce qu'il a vécu. Et regarde comment il revient à la fin. » Mais sauf que là, dans cette série Andor, l'antagoniste... on veut le détester du début à la fin. Je pense que le seul, entre guillemets, antagoniste de cette série pour lequel on peut s'attacher, c'est Cyril. Parce qu'il est bien écrit, qu'il est toujours assez naïf et innocent, et que lui, il fait vraiment monsieur tout le monde qui veut des responsabilités. Et surtout, il n'est pas, pour l'instant, en tout cas, impliqué dans des choses qui ont outrepassé ses fonctions. Et ses fonctions, comme je l'ai dit, à l'intérieur de l'Empire, pour le moment, sont certes importantes, mais il n'est pas par exemple au niveau de Dedra, qui est à un niveau de décision finalement où elle peut littéralement commander un massacre de masse au nom de l'Empire. D'un autre côté, encore une autre ambiance finalement, on a tout ce côté très complot, comme je le disais au début de la vidéo, avec justement Mon Mothma qui célèbre finalement le mariage de sa fille, et encore une fois, une réalisation de dingue. La première fois qu'on voit Mon Mothma dans cette saison 2, on a un super plan séquence où elle salue les invités jusqu'à arriver finalement à Luten Rael. Et là, c'est une autre ambiance qui se prépare, puisque bah, c'est forcément l'ambiance rébellion. Et surtout, Luten est toujours dans ses manières très extrémistes. Hein. Lui, tout de suite d'ailleurs, on le verra un peu plus tard dans la série, avec notamment Tai Kolma, qui, selon lui, doit être neutralisé. Alors je pense qu'il a raison pour le coup, mais il ne fait pas dans la demi-mesure. Et même avec d'ailleurs son assistante, il est très extrême. Et c'est vrai que c'est l'ambiance un petit peu complot, en fait, qu'apporte ce mariage. Au final, le mariage en lui-même, il est assez sympa parce que esthétiquement,
ça apporte des nouvelles choses à Star Wars, en termes de lore, par exemple avec Shangri-La notamment, les traditions, tout ce genre de choses, franchement, en termes de lore, on est servi une nouvelle fois. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est comme je l'ai dit, c'est tout cet aspect complot qui se développe et qui est vachement cool. Et là, on rentre par contre, je pense, dans des discussions qu'il faut capter. C'est-à-dire que cette série, Andor, vous pouvez pas la mettre en fond et vous dire, voilà, je vais faire autre chose, je vais regarder vite fait. Non, il faut capter, il faut comprendre. Parce que là, on va vous parler d'économie, on va vous parler d'investissement, on va vous parler de chute, etc., de crise. Tout ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose où il faut suivre. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Andor divise un petit peu dans sa manière de faire. C'est comme je l'ai dit, là, c'est 3 épisodes. Au total, vous devez être à 2h30, 2h40 de contenu, où concrètement, il y a très peu d'action, beaucoup de mise en place. N'oubliez pas, Tony Gilroy lui-même a vendu sa saison 2 comme un long film de 8 heures. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Là, on a mis en place, prochain arc, on va tout le temps monter d'un cran, jusqu'à arriver, à mon avis, à une guerre totale dans la fin de la saison. Ou du moins dans une grande bataille, une grande échauffourée qui sera très très importante. Ou pire encore, on peut arriver même à une victoire de l'Empire à la fin de la série. Ça, on verra bien, de toute façon, au fur et à mesure de la saison. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est sur quelque chose, je trouve, qui, pour le coup, est vraiment pertinent. Parce qu'encore une fois, c'est une période qui est hyper, mais vraiment hyper pressée par Lucasfilm. Ce moment entre l'avènement de l'Empire, le prime finalement de l'Empire, ce genre de choses, ils aiment bien Lucasfilm, ils aiment bien nous balancer constamment des choses dans cette période. Mais sous le point de vue de Andor, ça n'avait jamais été fait et c'est hyper intéressant. Et pour revenir au côté justement complot que l'on voit dans cette première saison, avec Ty Kolma, avec Mon Mothma, avec justement Luten Rael, on constate aussi que la rébellion est vraiment en mauvaise posture pour le coup. Elle est en mauvaise posture parce que l'Empire, lui, il est en train de complètement asservir de plus en plus les peuples qu'il a occupés tout simplement, ou même qui ont adhéré eux-mêmes à l'Empire. En fait, on se rend compte que eux, la main de fer, comme ils le disent, elle commence vraiment à se refermer, tandis que la rébellion, il y a des différences qui commencent à se créer. Certaines personnes qui la soutenaient au début commencent à trahir plus ou moins leurs intérêts parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils perdent de l'argent, tout ce genre de choses. Donc on rentre vraiment dans un moment hyper compliqué. Et justement, on verra bien ce qui se passera au prochain acte, puisque à la fin de cet acte-là, justement, on voit que Ty Kolma part avec une des membres de la rébellion de Luten Rael. On comprend, au vu des intentions de Luten auprès de Mon Mothma, qui veut faire exécuter Ty Kolma pour protéger la rébellion et protéger surtout Mon. Qu'est-ce qui se passera? On le saura dans ce prochain épisode. Est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils vont le capturer? Parce qu'en soi, il a toujours, même s'il n'est plus actif, entre guillemets, s'ils le retiennent prisonnier, rien ne dit qu'ils ne pourront pas utiliser ses comptes bancaires ou quoi que ce soit, financer leur rébellion. On verra bien comment ça se passera, mais en tout cas, je pense que ça laisse une grosse porte ouverte. Du côté de Bix, et moi je pense que c'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué de ce premier acte, on a littéralement une tentative de viol, de la part d'un officier impérial, et en fait, ce que je trouve bluffant, c'est le jeu d'acteur, des deux, que ce soit Bix ou même l'officier impérial. Parce que cet officier impérial, vous allez le voir dans une autre scène précédemment, où il va justement aller voir Bix, et sur le coup, on comprend tout de suite ses intentions. Franchement, quand je l'ai vu arriver, j'ai senti que en fait, finalement, c'était un pervers. Ça se sent dans sa manière d'être, sa manière d'agir, sa manière de lui parler, d'essayer de tout de suite forcer un petit peu en disant est-ce que vous avez un mari, ce genre de choses. Et en fait, l'Empire, à ce moment-là, ils sont là pour faire un contrôle, parce qu'ils doivent vérifier leurs inventaires au niveau des armes, ce genre. Et en fait, ça résume un petit peu finalement cette scène. Elle est hyper violente pour le spectateur, pour le personnage aussi. Et vraiment, c'était bluffant. Je trouve que les thèmes, en fait, abordés dans ce premier acte ont été extrêmement, mais vraiment extrêmement bien abordés. Oui, il n'y a pas eu énormément d'action, c'est un reproche que l'on peut faire, je le comprends. Cependant, quand on suit bien la chose, etc., on se rend compte que vraiment on est sur quelque chose de très 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 fort. Franchement, c'était extrêmement bien. J'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer tout simplement dans ce deuxième arc. Maintenant, Cassian a réussi à revenir en plus sauver ses amis, malheureusement ils doivent bouger de là. Et en plus de ça, Brasso est malheureusement mort, qui était quand même l'un des meilleurs amis de Cassian, ça fait quand même bien chier d'ailleurs. Et franchement, ça s'est fini dans une super scène avec Cassian qui revient avec ce fameux intercepteur TIE. Donc franchement, ce premier acte, il met vraiment bien dans la laine, il met vraiment bien les choses au clair, et surtout, il nous remet, parce que c'est vrai que si on prend aussi chronologiquement par rapport aux sorties, première saison de Andor, c'était il y a 3 ans, il remet vraiment les personnages au goût du jour, entre guillemets. Luten, on se demande quel est son prochain move. Le personnage de Dedra, on se demande, mais quelle cruauté va-t-elle trouver pour réussir une nouvelle fois à asservir l'ennemi, clairement, à asservir l'ennemi. Comment Cyril va se débrouiller, lui c'est vraiment la seule personne où je me dis qu'est-ce qu'il va faire. Moi je crois encore à une trahison de sa part envers l'Empire. Je sais pas, je le trouve pas... Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs du personnage de Cyril. Moi je pense que ce personnage-là, il ne tiendra pas avec l'Empire jusqu'au bout. Je le vois bien suivre un petit peu la voie par exemple de Calus. Par rapport à Andor, encore une fois, là ça va une nouvelle fois, ça va accélérer, le rythme a vite accéléré.
Je pense qu'il faut pas rater le train, je pense que là c'était vraiment les 3 épisodes nécessaires à la mise en place. Premier acte, on a fait beaucoup de voyages, c'est-à-dire qu'on a vraiment découvert pas mal de planètes. À part Coruscant, il me semble que les autres sont des planètes qu'on n'a jamais vues à l'écran, en tout cas pas dans mes souvenirs. Et franchement, bah c'est cool. C'est cool parce que ça permet une nouvelle fois d'agrandir le lore de Star Wars en termes de planètes, et surtout ça permet d'éviter de se taper tout le temps les mêmes planètes. Coruscant, c'est normal parce que c'est le siège de l'Empire. Par contre, c'est vrai que ça évite de toujours se taper Tatooine ou ces planètes finalement qu'on retrouve assez souvent. Et franchement, je trouve que ça fait du bien de voyager autant en 3 épisodes, c'est génial. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite, voir où ça va nous mener. Je pense que cette série va être vraiment de plus en plus violente, que ce soit émotionnellement ou même en termes, comme je l'ai dit, hein, en termes de toute façon, la politique, ce genre de choses, ça va être très important. Parce qu'on parle quand même, je l'ai dit, d'un empire qui est vraiment plus fasciste que jamais, pour pas utiliser un autre terme pour éviter de faire censurer la vidéo. On parle d'un empire qui est en recherche d'indépendance énergétique, et on parle d'un empire qui est prêt à employer toutes les solutions pour atteindre ses objectifs. Et je pense que ça va vraiment être hyper intéressant de voir ça. Ça va être vraiment extrêmement intéressant. Je pense que beaucoup de personnages vont être détestés, d'autres vont être adulés, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour le moment, l'écriture de cette série, la réalisation, la photographie, le jeu des acteurs, c'est exceptionnel. Franchement c'est exceptionnel. C'est sûrement la meilleure série Star Wars, ça pour le coup, c'est même la meilleure série Star Wars, faut dire ce qu'il y a depuis la saison 1 de toute façon. La saison 2, elle suit bien les choses, et je pense que beaucoup de créateurs Star Wars feraient bien de s'inspirer un petit peu de ce genre de choses, notamment au niveau de la photographie, de la réalisation. Je dis pas forcément au niveau de l'histoire, parce que pour faire ce genre d'histoire où on prend finalement des scènes très choquantes, hein, comme la scène du viol par exemple, des potentielles scènes de massacre ou quoi que ce soit, faut être un bon scénariste pour le faire. Et malheureusement, je pense que tout le monde n'a pas le talent, ni la justesse finalement de Tony Gilroy pour gérer ça. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier acte, est-ce qu'il vous a déçu, est-ce que au contraire vous êtes hyper hype pour la suite, est-ce que vous êtes mitigé? En tout cas, important, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous pouvez les retrouver dans la description, que ce soit X, Instagram, Letterboxd, Discord. Discord c'est hyper important aussi parce que comme je l'ai dit, ça permet, parce que même YouTube des fois n'envoie pas les notifications des sorties de mes vidéos aux abonnés, et donc Discord vous seriez quoi qu'il arrive prévenu, donc ce serait je pense une bonne chose. Je vous remercie pour les retours sur la vidéo de Smallville, c'est hyper sympa de votre part, je suis extrêmement content que cette vidéo ait marché, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, tout comme j'ai pris du plaisir à faire celle-ci. Une nouvelle fois je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Salut à tous.